moi, je me suis dit de gauche jusqu'à pas très longtemps, ça fait là, c'est fini là. Que ce soit la gauche ou la droite au pouvoir, c'est la même politique, c'est celle de l'Union européenne et du néolibéralisme et du libre-échange. Donc de toute façon, ça ne veut plus rien dire. Les conditions d'appartenance à l'Union européenne ont tellement changé que l'on soit d'ailleurs pour ou contre la sortie, il est normal de questionner à nouveau les Français. Quel est le syndicat aujourd'hui défendant la réindustrialisation, luttant contre les délocalisations, qui dénonce le rôle de l'Union européenne ? L'Union européenne va préempter maintenant le domaine de la santé, de faire une fameuse Union européenne de la santé. Mais moi je dis que l'Union européenne de la santé, elle existe déjà et ça s'appelle la destruction de l'hôpital public. Michel de Seine, Charles-Henri Gallois, bonsoir et bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir tous les deux dans notre studio, malgré les circonstances un peu pénibles que tout le monde traverse. Voilà. Michel de Seine, on vous connaît pour votre activité intense au sein des mouvements féministes, également en tant que membre fondateur d'Attaque, et pour votre bataille en 2005, vous avez été un peu le fer de lance du non au traité constitutionnel européen, aux côtés de Jacques Nikonov, avec lequel vous avez ensuite créé le PARDEM, le Parti pour la démondialisation, dont vous êtes l'actuelle présidente. Tout à fait. Charles-Henri Gallois, vous êtes président du mouvement Génération Frexit. Vous militez pour la sortie de la France de l'Union européenne depuis 2012. Et vous avez publié un ouvrage qui s'intitule « Les illusions économiques de l'Union européenne », paru en 2019 aux éditions Fauve. Génération Frexit est à l'initiative de la pétition Union européenne exigeant un référendum, lancée en novembre 2020 et qui a récolté déjà près de 13 000 signatures. C'est exact. Donc Michel de Seine, vous avez été l'une des premières à soutenir cette pétition publiquement. Pour quelles raisons avez-vous signé cette pétition ? C'est assez simple en fait. L'heure est assez grave pour l'ensemble des Français, pour le pays lui-même. Et la situation, qu'elle soit économique, sociale, politique, démocratique, écologique, est tout à fait désastreuse. Donc il est nécessaire aujourd'hui de reprendre la main en termes de souveraineté, et le peuple a été ignoré et bafoué par l'adoption du traité de Lisbonne en 2008, alors qu'il avait dit non au traité constitutionnel européen en 2005. Et donc l'initiative qui est prise de lancer une pétition ouverte très largement à des signataires différents m'a paru une bonne initiative, bienvenue et répondant à l'urgence aujourd'hui de la situation. On reviendra ensuite, je pourrais donner d'autres précisions sur cette question. D'accord. Charles Gallois, je suppose que vous partagez le constat de Michel. Pouvez-vous nous expliquer la nécessité de mettre en place ce référendum au regard des dispositions de notre Constitution française qui n'autorise pas forcément ce genre d'initiative ? Alors c'est très simple déjà, quand on parle de l'Union européenne et qu'on considère qu'il faut s'en émanciper pour retrouver des marges de manœuvre, tout simplement, ce qui est actuellement dans la Constitution française, c'est que l'appartenance à l'Union européenne, c'est le titre 15 de la Constitution, l'article notamment 88 alinéa 2, formule explicitement l'appartenance de la France à l'Union européenne. Donc peu importe finalement l'option choisie, qu'elle soit électorale pure ou alors la voie référendaire, même en étant dans l'opposition, dans tous les cas en fait, il faudra faire un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne. Et pourquoi je pense que le référendum est le plus légitime, ça a été dit. Il y a évidemment eu le dernier référendum qu'on a eu en France, c'est 2005. Moi, j'étais trop jeune à l'époque pour pouvoir voter. J'ai jamais voté de ma vie à un seul référendum. Et je pense que la démocratie, en fait, exige de revenir là-dessus et de passer par la voie référendaire. On le sait, si on revient un petit peu dans l'histoire, le dernier référendum qui a approuvé la construction européenne, l'Union européenne, c'était celui sur le traité de Maastricht. 51% 49% d'une courte tête, et on a maintenant un certain recul en fait
pour se dire est-ce que ce qu'on nous avait vendu d'une part était vrai, ce qui est logique quand vous prenez une option chez vous, vous déménagez ou autre, au bout d'un moment vous faites un bilan et vous dites est-ce que j'ai fait les bons choix. Là c'est exactement la même chose, et surtout par rapport au contrat initial qu'ont validé les Français au moment du traité de Maastricht, les conditions d'appartenance à l'Union européenne ont radicalement changé, et j'imagine qu'on aura l'occasion de revenir sur ce point-là aussi. Oui, nous reviendrons sur la question du bilan, bien évidemment. D'ailleurs, on va y revenir tout de suite, Michel. 15 années donc, se sont écoulées depuis la fameuse campagne de 2005, enfin, c'est presque 7 ans maintenant. L'un des mots d'ordre de cette pétition est justement d'appeler à faire le bilan de l'Union européenne. Alors, selon vous, quel peut être ce bilan au niveau de la croissance, des emplois, de la sécurité ou de tous les sujets dont vous avez parlé tout à l'heure ? Alors ça dépend de quel côté on se place. Si on se place du côté des classes dominantes, finalement l'Union européenne a démontré sa capacité à développer, à accélérer le libre-échange, la réduction des effectifs dans les services publics, les réformes successives sur les droits sociaux, la retraite, mais également les indemnités de chômage. Donc le capital, excusez-moi d'utiliser des mots qui sont connotés politiquement, le capital a tout à fait profité de l'Union européenne, et de toute façon l'Union européenne n'avait été créée que pour être profitable pour les classes dirigeantes et possédantes. Si on se place de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de la majeure partie du peuple, eh bien, l'Union européenne n'a engendré que dégradation des conditions de vie, les délocalisations, la désindustrialisation, la paupérisation. Et donc, en termes d'emploi, c'est une catastrophe. Vous me parliez d'emploi, vous me parlez également on n'en a pas parlé, mais on pourrait parler de démocratie. La démocratie s'est dégradée depuis 2005, depuis l'adoption notamment du traité de Lisbonne. Mais le ver était déjà dans le fruit avec le traité de Maastricht en 1992. Donc l'Union européenne a fait ses preuves. Aujourd'hui, de mon point de vue, tout démontre qu'elle est un pilier essentiel du libre-échange et du néolibéralisme. Mais de cela, les peuples ont été, la plupart, quand je dis les peuples, c'est-à-dire les peuples des différents pays composant l'Union, membres de l'Union européenne, finalement ont été, n'ont pas été associés au développement, à l'accroissement du pouvoir de l'Union européenne. Ils ont été mis de côté, ils ont au fil du temps perdu de plus en plus leur souveraineté. Donc l'Union européenne démontre que son objectif est rempli. D'ailleurs, si on se souvient de ce qu'avait déclaré le président, le patron des patrons en 2007, il disait notre objectif à nous les patrons est de revenir sur tous les acquis du programme du Conseil national de la résistance et finalement de les défaire in fine. Eh bien, l'Union européenne a été un instrument essentiel pour y parvenir. Charles-Henri, donc à votre tour, quel est le bilan que vous en faites? Et peut-être on peut, puisque votre livre en parle, comparer ce bilan avec les promesses qui avaient été faites à l'origine à Maastricht et ensuite évidemment en 2005. Quand on parle évidemment de Maastricht après 2005, il y a évidemment la question de l'euro notamment, et il faut se rappeler quand même les promesses. L'euro a maintenant plus de 20 ans, et on nous avait dit à l'époque que l'euro apporterait plus de croissance, moins de chômage, moins de dette publique. Si on est un petit peu objectif et qu'on regarde le bilan, on voit bien que c'est tout l'inverse. Si vous avez suivi d'ailleurs ces derniers jours, il y a un chiffre qui est quand même marquant. La République tchèque, qui est dans l'Union européenne mais qui n'a pas adopté l'euro, a maintenant un PIB par habitant en parité de pouvoir d'achat qui est supérieur à l'Espagne. Donc c'est vous dire le bilan catastrophique de l'euro. Et ensuite, il n'y a pas que ce bilan purement économique,
il y a aussi toute la question politique et la question de la souveraineté. Parce que la souveraineté, c'est quoi? Sinon la maîtrise du destin, la capacité pour un pays de choisir. En bref, c'est la démocratie. Et or, on constate que depuis Maastricht, et la dernière fois que le peuple français avait validé cette construction, il y a eu tout un tas de transferts de souveraineté depuis ça. J'ai parlé évidemment de l'euro et des questions monétaires qui avaient été validées, mais on voit maintenant le bilan. Mais il y a eu d'autres transferts depuis qui n'ont jamais été validés par les Français. Il y a eu notamment en 1999 le traité d'Amsterdam qui a transféré une immense partie des compétences migratoires vis-à-vis de l'Union européenne, donc perte de contrôle des frontières et de la politique migratoire. Il y a eu évidemment en 2001 le traité de Nice qui a amené les élargissements successifs des pays de l'Est en 2004-2007, et ça a créé une concurrence déloyale, qu'elle soit fiscale ou sociale, et on le voit tous les jours avec les nombreuses délocalisations dans les pays de l'Est. D'ailleurs, une grande majorité des délocalisations des pays d'Europe de l'Ouest ne sont pas en Chine, au Bangladesh, mais sont vers les pays d'Europe de l'Est qui ont rejoint l'Union européenne. Il y a évidemment eu après le traité de Lisbonne, qui est un scandale, un viol démocratique du traité constitutionnel rejeté par les Français, qui a amené une diplomatie européenne, un renforcement de la politique de sécurité et de défense. Donc là aussi, des transferts jamais validés par le peuple français. Et évidemment, il y a eu après ça le TSCG de 2012 suite à la crise de l'euro, qui a donné à l'Union européenne encore plus de leviers de politique économique et sociale. Concrètement, cela rend obligatoire l'adoption de mesures de politique économique et sociale sous peine d'amende à cause du TSCG. C'est en 2012, j'avais validé par les Français. Et évidemment, depuis 2016, on est en période post-Brexit de 2016 à nos jours. Et ça a des conséquences financières concrètes pour les Français parce que la contribution de la France à l'Union européenne va exploser. On parle de 13 milliards d'euros net, il y a le plan de relance sur lequel peut-être on va revenir, qui là aussi va coûter une fortune aux Français, 40 milliards d'euros net. Et donc quand on prend en compte toutes ces dimensions, les conditions d'appartenance à l'Union européenne ont tellement changé que l'on soit d'ailleurs pour ou contre la sortie, il est normal de questionner à nouveau les Français. C'est comme, je le dis souvent, si vous êtes locataire de votre logement, si vous avez un loyer à 500 € et du jour au lendemain votre propriétaire décide de le passer à 1000 €, vous allez vous poser la question, est-ce que je reste ou est-ce que je sors? C'est normal, et c'est normal qu'on pose la question aux Français, est-ce qu'avec ces conditions qui ont changé, ils souhaitent encore, oui ou non, appartenir à l'Union européenne? D'accord, très bien. Michel, voulez-vous ajouter quelque chose à ce qu'a dit Charles-Henri? D'abord, il faut dire que on est content du Brexit quand même. En tout cas, moi, je suis contente du Brexit. L'addition, elle est lourde dans le cadre de l'Union européenne, par les décisions d'ailleurs de l'Union européenne. Mais le Brexit est un signal absolument formidable, puisque au départ, on sait très bien que l'Union européenne n'avait pas prévu la possibilité de sortir, que c'est un peu au dernier moment qu'ils ont ajouté cet article 50 pour faire mine que c'est possible. Et ils ont suffisamment traîné pendant 4 ans pratiquement pour laisser sortir finalement les Britanniques. Mais alors il y en a qui nous disent que c'est plus facile parce que justement ils n'étaient pas dans la zone euro, c'est vrai, mais en tout cas tout a été fait pour que les Britanniques ne sortent pas de l'Union européenne et jusqu'au bout, et ils y sont parvenus. Et ce qui est intéressant de souligner, c'est finalement que une grande partie de la classe, des classes populaires britanniques ont voté pour la sortie de l'Union européenne. Parce que en Grande-Bretagne comme en France, ce sont elles qui sont les premières victimes de la politique de libre-échange imposée par l'Union européenne, évidemment relayée par les gouvernements en place, que ce soit Macron, Hollande, Sarkozy, quoi qu'il arrive, aujourd'hui, de toute façon, avec le traité de Lisbonne, dont parlait Charles-Henri tout à l'heure, il est intégré à notre Constitution, nous sommes sous tutelle de l'Union européenne. Est-ce que tous les Français ont conscience que nous sommes sous tutelle? Beaucoup en ont l'intuition, le sentent, le perçoivent, le comprennent, mais quand on est sous tutelle, on peut s'émanciper. C'est de ça dont il s'agit. Très bien. Alors Michel, de nouveau,
En ce moment, l'Union européenne affronte un défi qui est le Covid, l'épidémie de Covid. On s'aperçoit que la France et d'autres pays, la France peut-être plus particulièrement, est entièrement paralysée par cela. Quelle est la conclusion qu'on peut en tirer et d'où provient en quelque sorte, selon vous, le blocage systémique dans lequel aujourd'hui la France est enfermée à cause de ce virus? D'abord, quand on parle du Covid ou de la Covid, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, c'est passé au féminin à un moment donné. Une catastrophe, ça passe très souvent au féminin. C'est comme le nom des tempêtes, des séismes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est souvent des noms féminins. Je ferme la parenthèse. Sans nier la réalité, l'existence de ce virus, il faut bien constater aujourd'hui, et on ne peut que constater que c'est une aubaine extraordinaire pour l'Union européenne pour prendre encore un peu plus de pouvoir, puisqu'elle veut mettre la main sur la politique de santé au niveau des 28 pays de l'Union européenne, et pour le gouvernement qui est en place et qui est celui de Macron totalement dévoué aux intérêts des classes possédantes du monde financier comme du monde des multinationales, des dirigeants des multinationales et des grands actionnaires. Donc c'est une formidable aubaine. Pourquoi ? Parce que d'un seul coup, on a état d'urgence, confinement, couvre-feu, messages de peur sans arrêt, messages qui n'ont l'air de n'avoir plus aucun sens parce qu'à 10h du matin, il faut faire ci, à 3h de l'après-midi, il faut faire cela. Et entre les deux, il y a un autre type qui a parlé, un ministre ou un médecin, et donc on nous explique encore autre chose. Donc le règne de la peur est en place. En réalité, quoi ? Déjà, le système hospitalier français avait été dégradé volontairement par de la fermeture de lits et la réduction des effectifs, qui fait qu'aujourd'hui, la principale préoccupation, c'est de pouvoir prendre en charge l'ensemble des personnes qui ont besoin de soins et qui ont besoin d'opérations, indépendamment même du Covid. Et que l'hôpital public français a été délabré, comme il a été délabré d'ailleurs dans d'autres pays de l'Union européenne. C'est une décision politique. Et je lisais hier encore qu'il y a, dans les jours qui viennent de s'écouler, il y a encore 1000 lits qui ont été fermés dans les hôpitaux publics en France. Ça veut dire qu'il y a une volonté délibérée d'affaiblir, de paupériser l'hôpital public. Donc, on est aujourd'hui, avec cette affaire de Covid, devant, j'allais dire, la réalité des prix. Les Français ont compris que l'hôpital public avait été vidé de sa capacité à répondre aux besoins en santé des Français. Mais il y a autre chose. Il y a un discours paternaliste. On a des bons points ou des mauvais points. Je ne sais pas si vous avez entendu. Je suis fier des Français, je suis fier de ceci, je suis fier de cela. Le lendemain, attention les Français, il faut faire attention. Si le couvre-feu, vous ne le respectez pas bien, eh bien, on devra revenir au confinement. Soyez responsables. C'est-à-dire qu'on assiste, on est sous emprise médiatique permanente de ce gouvernement qui nous prend pour des idiots. Mais en réalité, c'est une aubaine. J'y reviens, formidable pour Macron, puisque il peut faire passer un certain nombre de choses beaucoup plus tranquillement que s'il n'y avait pas eu le Covid. Je ne suis pas complotiste, je ne suis pas en train de dire que c'est Macron et sa bande qui ont fabriqué le virus dans un laboratoire clandestin. Je dis simplement que c'est une aubaine. Puisque on ne peut pas se réunir, on a des difficultés à manifester, faire la grève. Vous imaginez bien que dans les conditions actuelles, le premier qui s'avise à faire la grève, il est considéré comme un traître à la patrie. Donc on est dans une situation où ils peuvent avancer comme ils veulent. D'autant que, et là on y reviendra, je l'imagine sans doute, eh bien il va falloir payer la dette. Il va falloir rembourser la dette, parce que qu'est-ce qui s'est produit au printemps de l'année dernière ? Eh bien, Macron a engagé
le développement d'une dette insupportable pour la sécurité sociale, l'assurance maladie. Je vous rappelle que les personnes qui devaient garder leur enfant à la maison ont été payées par l'assurance maladie, par le chômage partiel qui n'avait rien de partiel, puisque la plupart des gens qui ont été au chômage, ils étaient au chômage complètement, mais voilà, chômage partiel, 84% d'ailleurs, maximum de leur salaire. Et là, on a puisé dans quoi ? Dans la caisse de l'indemnité chômage. Et puis, tout ça a engendré moins de cotisations pour la retraite. Et là, comme par hasard, on voit évidemment ressurgir réforme des retraites, poursuite de la réforme de l'indemnité chômage. Et d'ailleurs, l'Union européenne a rappelé que bien sûr, il faudrait payer à la caisse. Il faudrait passer à la caisse parce que, on rappelle, pour ceux qui vont écouter et celles qui vont écouter cette vidéo, que les aides d'État sont interdites. Et qu'on a un dogme, l'Union européenne impose un dogme de 3% maximum de déficit, alors qu'il a totalement explosé. Et ce qu'on peut craindre, c'est que cette explosion, entre guillemets, des dépenses, eh bien, non seulement il va falloir la payer, mais il ne va pas falloir la payer seulement en sonnant et trébuchant, en argent. Il va falloir la payer en contre-réforme. Il va falloir la payer en amincissant encore les chairs, si on peut dire, de la sécurité sociale, qui est une conquête absolument historique et qui a permis, pour le moment, dans toutes les crises, à la France de surnager. Donc c'est une aubaine et les 39 milliards dont parlait Charles-Henri tout à l'heure, de subventions, entre guillemets, provenant de l'Union européenne, peu nombreux sont ceux qui expliquent qu'on va la payer, on va recevoir 39 pour payer 80. Ça fait cher quand même. Et en plus, ça va être sous condition. C'est-à-dire que les 39, ils vont être comme dans des appels à projets, en fait, fléchés vers des secteurs. Et ces secteurs, le numérique, l'économie verte, c'est comme par hasard les choix de l'Union européenne et les choix de Davos, qui lance son grand reset, entre guillemets, lors du Davos qui se tiendra d'ailleurs, pas du tout à Davos, mais à Singapour, au mois de mai. Donc on voit bien qu'il y a une convergence d'éléments qui, sans nous rendre complotistes, légitiment le fait qu'on trouve que c'est une très bonne aubaine. Très bien. Charles-Henri, sur le sujet de l'Union européenne, vous avez commis un article récemment, une vidéo dans laquelle vous estimez que l'Union européenne n'est pas du tout le remède, contrairement à ce que l'on entend, mais le virus. Et vous faites un bilan assez au vitriol, en quelque sorte, de la gestion de la crise par l'Union européenne. Donc, déjà, oui, on peut peut-être parler de ce premier fiasco-là, et est-ce que ça en prélude à d'autres ? Est-ce qu'on doit craindre une situation qui aille empirant ? Déjà, comme ce qu'a dit Michel, c'est vrai qu'il y a la volonté de dire que l'Union européenne va préempter maintenant le domaine de la santé, de faire une fameuse Union européenne de la santé. Mais moi, je dis que l'Union européenne de la santé, elle existe déjà et ça s'appelle la destruction de l'hôpital public. On l'a dit, la Commission européenne a demandé 63 fois aux États de baisser les dépenses de santé, et ça se matérialise. Évidemment, la fermeture des lits d'hôpitaux, 100 000 en 25 ans, et on a un hôpital public qui n'est pas capable d'absorber énormément de patients qui arrivent. C'est pour ça qu'on est obligé de prendre des mesures drastiques très rapidement, de type évidemment couvre-feu et confinement. Donc ça, c'est un point, mais en fait, cette crise du Covid-19 a matérialisé d'autres manquements énormes et qui sont aussi directement liés à l'Union européenne. Je pense notamment au début de la crise où on n'avait pas ni tests, ni masques, etc. Parce que justement l'Union européenne, par ses traités, par son idéologie,
a amené une désindustrialisation massive du pays. Et en fait, les Français se sont rendus compte que 8 principes actifs sur 10 étaient maintenant produits en Chine ou en Inde. C'est la même chose pour les masques. 90% des masques importés venaient de Chine. Et en fait, les Français se sont rendus compte de ce qu'était la souveraineté. Parce que quand vous êtes en situation de crise, c'est naturel, les pays se servent d'abord eux-mêmes avant de servir les autres. C'est ce qui s'est passé. Et la France, qui n'avait plus d'industrie, s'est retrouvée littéralement à poil là-dedans. Et ça, c'est lié à l'idéologie de l'Union européenne. Et dans l'idéologie de l'Union européenne, il y avait un autre non dit, c'était celui des frontières, puisque, rappelez-vous, le virus n'avait pas de passeport, sauf que peut-être que le virus n'avait pas de passeport, mais le virus circulait parmi les gens, puis après il y a eu un autre mythe, c'est-à-dire que le virus, s'il avait trouvé un passeport, mais le virus s'arrêtait aux frontières de Schengen. C'est formidable, en fait, le virus circulait partout, mais dans Schengen, non. Alors qu'au début de la crise, l'épicentre, c'était en Espagne, c'était en Italie, et on a eu la bonne idée de faire venir, par exemple, des supporters turinois à Lyon, 3000 personnes, à un meeting géant de Carles Puigdemont qui était en Catalogne, qui est venu, et l'Espagne était aussi là-dedans. Évidemment que le virus a circulé, et que la circulation des personnes favorise la circulation du virus. C'est d'ailleurs bien pour ça qu'il y a des couvre-feux et des confinements. Donc cette idéologie a été absolument criminelle. Et le dernier fiasco en date, celui, je pense que tout le monde a en tête, c'est évidemment le fiasco des vaccins, puisque alors que les États négociaient en amont au printemps 2020, d'ailleurs le président lui-même de Moderna, qui est un Français, a expliqué qu'ils avaient négocié et que, grosso modo, au niveau scientifique, au niveau des accords, tout était en route et en marche au niveau du printemps, sauf que l'Union européenne a voulu prendre le bébé, prendre ça en main, soi-disant pour faire des économies, parce qu'à plusieurs, on pèse plus. Ce qui s'est passé, c'est que finalement, l'Union européenne a perdu 3 mois, et donc tout le monde est passé devant. Quand je dis tout le monde, c'est notamment Israël, les Émirats, le Royaume-Uni, et où on en est à l'heure actuelle, quand l'Union européenne a vacciné 4% de sa population, le Royaume-Uni a vacciné 21% de sa population, donc ça montre en fait tout l'inverse du dogme de l'Union européenne, de l'Union qui ferait la force, etc. Non, on voit que c'est un pays indépendant, agile et qui défend ses intérêts, qui fait bien mieux. Et en fait, les vaccins pour l'Union européenne, c'est un fiasco total et c'est un révélateur à travers toute l'Europe. On le voit, les Britanniques d'ailleurs, qui, eux, c'est la meilleure pub possible pour le Brexit, mais on voit des voix qui se lèvent aussi en Allemagne, en Italie et partout. Et donc le fiasco est énorme. Et le prochain fiasco, c'est ce qu'a dit Michel, c'est évidemment le fameux plan de relance de l'Union européenne qu'on va non seulement surpayer, mais pour lequel il y a des contreparties. Et les contreparties, on les connaît, c'est évidemment ce qui était demandé dans les grandes orientations des politiques économiques, les fameuses recommandations de l'Union européenne, qui sont en réalité des obligations. Et là-dedans, il y a évidemment la réforme de l'assurance chômage, la réforme des retraites, et c'est la même chose pour d'autres pays européens, parce que le ministre des Affaires sociales en Espagne, M. Escrivá, a reconnu lui-même que pour obtenir le plan de relance, il fallait faire la réforme des retraites en Espagne. Donc peut-être qu'ils ne le disent pas en France, mais dans d'autres pays européens, c'est beaucoup plus clair. Et là, si j'ose dire, la deuxième vague, le prochain fiasco de l'Union européenne, c'est la casse sociale qui va arriver juste après cette crise du Covid-19 imposée par l'Union européenne. Michel, vous avez terminé tout à l'heure en parlant des 80 milliards, enfin des 39 milliards qui nous ont coûté 80. Avec le Brexit et maintenant avec le plan de relance, l'Union européenne en fait nous coûte de plus en plus d'argent. La contribution nette de la France a augmenté de 25%. Et il y a donc ce fameux plan de relance qui va nous coûter énormément. Dans ces conditions-là, quel scénario à moyen terme voyez-vous pour la France et les Français ? Là aussi, ça dépend de quel côté on se place et si on est dans une période d'optimisme ou de pessimisme. Alors du côté, il y a plusieurs scénarios. Donc du côté des classes possédantes et dirigeantes, donc celui de l'Union européenne bien entendu, l'aubaine, affaiblir, appauvrir encore plus la France, 39 milliards, 80 milliards, une contribution de la France qui augmente, la poursuite finalement des politiques libre-échangistes de l'Union européenne et l'accélération de la mondialisation qui est déjà bien avancée. Parachever évidemment la désindustrialisation en France, qui est déjà, les industries françaises ont été les grandes sacrifiées de l'Union européenne et de la mondialisation.
néolibérale, évidemment. Je ne parle pas de la mondialisation fraternelle, qui n'est d'ailleurs pas une mondialisation, mais paupériser les services publics accélérés, et la cible formidable, c'est l'assurance maladie. Et ça fait très très longtemps que les assurances privées lorgnent et les banques lorgnent sur l'assurance maladie, c'est-à-dire sur l'ouverture à la concurrence de la sécurité sociale. On l'a déjà très bien senti sur la question des retraites, avec les attraits, les charmes des fonds de pension pour un certain nombre de néolibéraux, mais l'assurance maladie est un système qui serait gagnant pour les néolibéraux à partir du moment où il est mis en concurrence et privatisé. Et donc, de l'autre côté, on peut être pessimiste, je viens de le dire, mais on peut être optimiste. C'est-à-dire que ce qu'a révélé le Covid pour une majorité de Français, c'est le mécanisme, en tout cas l'ampleur de la mondialisation néolibérale. C'est-à-dire le fait que la France a été démunie, on lui a volé sa capacité à produire au plan industriel, on a bradé ses grandes entreprises, on a réduit ses services publics, même sur des technologies, des techniques qui sont totalement basiques, comme fabriquer des masques. Pourquoi aller fabriquer des masques, Ça vient de Chine, ça vient d'ailleurs. Tout vient d'ailleurs. Les médicaments ne sont plus fabriqués du tout. On avait des grandes entreprises de médicaments qui ont été là aussi privatisées, ce qui est d'ailleurs devenu Sanofi. Donc les Français ont compris ça. À partir de ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut s'appuyer sur la situation qui a révélé à la majeure partie des Français quel était vraiment le système dans lequel nous vivons. Il y a toujours la possibilité d'envisager, et d'ailleurs les Gilets jaunes l'ont démontré, que les invisibles, les petits, les méprisés, ceux qui comptent pour rien, finalement se révoltent. Ça s'appelle un peuple. Qui aurait attendu, qui aurait pu penser qu'il y aurait la Révolution française, qu'il aurait écrit. Il y en a qui la souhaitaient, mais elle n'arrivait pas. Qui a pensé qu'il y aurait mai 68 ? Je vous rappelle que De Gaulle, pas très longtemps avant mai 68, n'imaginait pas du tout que ça puisse exister. Je ne sais plus quel journal, si c'était Le Monde qui titrait, ou un autre qui disait « La France s'ennuie, il ne se passe rien ». Et d'un seul coup, 68 arrive. 68, c'est pas seulement une bande d'hurluberlus qui demande la mixité dans les chambres des universités. C'est un grand mouvement populaire qui obtient 30% d'augmentation du SMIC. C'est des lois favorables à la formation professionnelle, etc. Donc, cette éruption peut revenir, et elle peut être même accélérée par le phénomène qui est en train de se jouer avec le Covid, c'est-à-dire comprendre le monde dans lequel nous sommes. Moi, je me souviens à Attaque, une des choses qu'on disait, c'était, au tout début d'Attaque, c'était de décrypter en fait le message qui était lancé par les classes dirigeantes et par les économistes. L'économie, c'est trop compliqué pour le peuple. Il ne peut pas comprendre. C'est tellement compliqué. Il faut être un tel expert. Il faut être un expert pour comprendre l'économie. Nous, notre réponse, c'est de dire évidemment que non. Il suffit de comprendre un certain nombre de bases à partir du vécu qu'on a aussi. Et il faut pouvoir... et à partir de ce moment-là, on peut comprendre le mécanisme des flux financiers, de la spéculation, des paradis fiscaux, etc. Tout le monde sait ce que c'est qu'un paradis fiscal aujourd'hui.
15 ans plus tard? Tout le monde le sait. Tout le monde parle des paradis fiscaux, même je vais chez l'épicier ou n'importe qui, tout le monde a compris ce qu'était un paradis fiscal. Bien, aujourd'hui, tout le monde a compris ce qu'était la mondialisation néolibérale. Donc, la pétition lancée pour le référendum, pour exiger un référendum pour ou contre l'appartenance à l'Union européenne, tombe à point nommé. Un mot à ajouter sur cette question, Charles-Henri? On parlait de paradis fiscal, il y en a un qui est très connu, qui est au sein même de l'Union européenne, qui s'appelle le Luxembourg, dont l'ancien Premier ministre était président de la Commission européenne il y a peu, c'était monsieur Jean-Claude Juncker, et pour faire un petit lien avec la pétition, c'est le même monsieur qui expliquait aux Grecs au moment de voter, suite à l'arrivée au pouvoir d'Alexis Tsipras, qu'il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens. Nous, c'est tout le contraire. On veut justement qu'il y ait un choix démocratique, et pour qu'il y ait ce choix démocratique, ça implique de donner la possibilité aux Français de voter sur cette question qui est l'appartenance de la France à l'Union européenne. Alors, revenons justement, ou terminons sur cette pétition. Charles-Henri, cette pétition, l'un des enjeux, ou l'un des arguments en faveur de cette pétition, est d'envoyer un signal fort à la classe politique. Alors déjà, qu'entendez-vous par là? Et comment ça peut se traduire politiquement, voilà, ce signal fort? Le signal fort, déjà, c'est un rappel par rapport à 2005, parce que je rappelle que si le peuple français avait rejeté le traité constitutionnel de l'Union européenne, ce sont bien les politiques, après, par le truchement du Congrès, qui ont fait passer le traité de Lisbonne contre l'avis même des Français qui avaient rejeté un traité quasiment similaire avant. Et pourquoi ? En fait, c'est très différent, parce que c'est une question qui revient tout le temps. Pourquoi c'est très différent dans un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne, et pourquoi on ne peut pas nous faire la même chose, en fait, que le traité de Lisbonne? C'est très simple, en fait, ce qu'ils avaient fait, c'est un scandale démocratique, c'est un viol démocratique, mais c'était légal, parce que le vote portait sur l'approbation ou non du traité pour une constitution de l'Union européenne. Les Français ont rejeté ce traité, donc ils ont appliqué légalement. Je rappelle qu'en France, il est légalement contraignant, le référendum, donc ils ont appliqué la loi, ils ont mis ce traité à la poubelle, et ils en ont présenté un nouveau sous un autre nom, en le remaquillant un petit peu, mais donc c'était légal. La grande différence, c'est que si on obtient un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne, c'est pour ça que le contenu du référendum est très important, si c'est un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne, là, il n'y a pas d'échappatoire possible. C'est oui ou non, c'est-à-dire que si les Français votent pour le maintien, la France va rester dans l'Union européenne. Si les Français votent pour sortir, légalement, il n'y aura pas de contournement possible, et la voix du peuple, la décision du peuple, devra être appliquée. C'est pour ça que non seulement, d'un point de vue démocratique, il est évident que nous avons besoin d'un nouveau référendum, et un référendum qui compte, pas un référendum sur le climat comme Emmanuel Macron, où en fait tout est déjà fixé, tout est déjà décidé, parce que je rappelle que c'est déjà dans le bloc de constitutionnalité français depuis 2004, et je rappelle aussi que le pacte vert de l'Union européenne qui engage la France émet exactement les mêmes objectifs. Donc en fait, on demande aux Français de voter pour quelque chose qui est déjà décidé. Ça ne sert absolument à rien, alors que s'il y a un vote sur l'appartenance à l'Union européenne, là c'est un vote qui comptera vraiment, et je pense que comme au Royaume-Uni, il y aura évidemment une participation record, et je suis persuadé, pour ma part, qu'après un grand débat, les Français seront en mesure de voter de manière sereine, de voter de manière claire, parce que finalement l'Union européenne, on en parle très très peu lors d'une élection présidentielle, où c'est un volet parmi d'autres, entre économie, agriculture, éducation, et vous avez le petit volet Union européenne, mais il n'y a pas de vrai débat sur ce sujet. Alors que si on obtient un débat, un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne, là je pense qu'il y aura un vrai débat, et je pense que les Français seront assez sages pour faire le choix, en tout cas, qui est le mien. Et alors, justement, comment est-ce que une telle pétition, une telle mobilisation peut-elle s'articuler avec la présidentielle qui s'annonce en 2022 ? Alors, c'est très simple, je pense que plus il y aura de monde qui va signer cette pétition, plus il y aura de monde qui va soutenir cette pétition, il est évident que ce sera un moyen de pression colossal vis-à-vis de tous les candidats qui seront sur la ligne de départ en 2022 pour qu'ils l'intègrent à leur programme. Je rappelle qu'au Royaume-Uni, celui qui portait cette idée, par exemple, de Brexit, c'était Nigel Farage. Il n'a pas gagné les élections
générale au Royaume-Uni. Mais il y a eu une telle pression en faveur de ce référendum, une telle pression populaire, que c'est quelqu'un qui, par électoralisme, David Cameron, qui n'était pas, d'ailleurs pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne, il s'est saisi de cette question, il l'a inclus dans son programme. Il y a plein de gens qui votaient avant, par exemple pour Nigel Farage, qui ont voté pour lui pour avoir ce référendum, et c'est comme ça qu'ils ont pu avoir ce référendum, et que le peuple britannique a pu trancher. Donc il faut mettre une pression maximale, justement, sur toute la classe politique, pour obtenir ce référendum, une pression à la fois populaire, une pression médiatique, et donc on va tout faire pour obtenir ce référendum, et ça passera évidemment par la pression sur les différents candidats à l'élection présidentielle de 2022. Merci. Alors Michel, vous avez été très active en 2005 lors de la campagne contre le TCE. Est-ce que cette pétition vous semble partager le même esprit, et est-ce que vous voyez, vous et d'autres, rempiler pour de nouveau porter le fer contre le système? D'abord, il n'y a pas de copier-coller entre 2005 et aujourd'hui et 2021, parce que la situation est très différente sur le plan politique, même sur le plan économique et sur les parts de marché gagnées par l'Union européenne, d'une certaine manière, sur notre souveraineté. Ça s'est accentué, c'est beaucoup plus dramatique qu'avant. Quand il y a eu la campagne de 2005, ce qui a été le plus intéressant, le plus et sur lequel on peut s'appuyer aujourd'hui, s'il y avait un référendum, c'est l'extraordinaire capacité du peuple français à s'emparer de la question, à participer à des meetings où il y avait des milliers de personnes, à distribuer des tracts, à porter des petits autocollants, à discuter partout, chez le boulanger, chez le boucher, à la cafette, en famille. Tout le monde se mettait des pâtés entre ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre, et chacun donnait ses arguments. Ça a été vraiment un moment absolument extraordinaire. Alors, dommage, Charles-Henri, que vous ayez été trop jeune, et tant mieux parce que vous avez d'autres combats à mener maintenant, mais c'était absolument formidable. Or, pour ceux qui s'en souviennent ou qui l'ont appris, c'était un pavé, le traité constitutionnel européen. C'était énorme, c'était la langue de coton pourrie de l'Union européenne, on n'y comprenait rien. Et il y avait des groupes qui se constituaient pour aller décrypter les machins. Et je vous assure que c'était toutes les catégories sociales. J'ai le souvenir d'un meeting un soir de semaine à Aulnay-sous-Bois, 400 personnes dans un gymnase pas chauffé, et tout le monde était là, la tribune était méli-mélo, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs représentants de partis politiques différents, d'associations différentes, d'ONG, de tout ce que vous voulez, de syndicats qui étaient impliqués, et on avait un but commun. C'est ça qui est similaire avec l'initiative qui est lancée pour obtenir un référendum, pour exiger, pour arracher par le rapport de force un référendum sur l'appartenance ou non à l'Union européenne, c'est de recréer un temps politique national extrêmement fort, enthousiasmant, et qui permet à chacun de ne pas se sentir seulement un objet baladé, un consommateur, etc., mais à nouveau de se sentir un citoyen et d'avoir un lien avec la nation, avec la France, et avec la caractéristique normalement d'un citoyen, d'avoir fait peuple avec les autres. Et c'est ça qu'il faut faire revivre. Donc, demain, ce qu'il nous faudrait faire, les signataires de cette pétition, qui j'espère vont grossir évidemment, vont être plus nombreux au fil des semaines, eh bien c'est faire des interventions publiques ensemble. Pourquoi ? Parce que nous apportons chacun des arguments différents. Et le premier des arguments, c'est celui qui tourne autour de la question démocratique, qu'on soit pour ou qu'on soit contre. Chacun d'entre nous, en tant que citoyen,
a le droit, et je dirais même aujourd'hui le devoir de s'exprimer sur l'appartenance ou pas à l'Union européenne, parce que ça détermine les politiques sociales, les politiques économiques, les politiques environnementales, la politique en matière de recherche, en matière d'industrie, en matière éducative. Tout ça est déterminé par l'appartenance ou non à l'Union européenne, et d'autres sujets encore. Donc, c'est ce temps-là qu'il nous faut recréer. C'est très compliqué parce que en 2005, c'est Chirac qui a décidé du référendum. Aujourd'hui, c'est les citoyens par un rapport de force qui doivent arracher un référendum. Et donc, le chemin est long, mais moi, j'ai confiance. J'ai confiance dans les Français. Très bien. Je vais continuer sur la dernière question qui vous est adressée, Michel, puisque c'est un peu dans le fil. Donc vous avez une sensibilité politique clairement marquée à gauche, et il y a d'autres personnes, évidemment, plutôt marquées à droite, qui ont soutenu également cette pétition. Cela pose un problème pour certaines personnalités de gauche qui ont des réserves à signer du coup cette pétition, parce qu'ils refusent d'être associés publiquement à des personnes qu'ils n'apprécient pas par ailleurs. Si vous aviez un argument pour convaincre les personnes de gauche au sens large, et dont vous savez qu'ils pourraient soutenir cette pétition, si vous aviez un argument à leur donner, ce serait lequel ? Un seul argument. Ou plusieurs arguments. Alors, non, plusieurs, mais un premier argument pour les gens qui se disent de gauche. Alors moi, je me suis dit de gauche jusqu'à pas très longtemps, c'est fini là. Ni gauche ni droite, tout simplement parce que que ce soit la gauche ou la droite au pouvoir, c'est la même politique, c'est celle de l'Union européenne et du néolibéralisme et du libre-échange. Donc de toute façon, ça ne veut plus rien dire. Et la gauche, en tant que telle, ne défend plus les intérêts des classes dominées. Elle est devenue majoritairement européiste. Donc quand je vous dis ça, je vous donne déjà un petit élément sur la réponse que vous attendez. Oui, il y a une partie de la gauche qui ne signera pas, mais pas seulement parce qu'elle n'aimerait pas Monsieur Machin ou Madame Bidule, qui est signataire, mais tout simplement parce qu'elle est pro-Union européenne et qu'elle a avalisé, elle a validé l'adoption du traité de Lisbonne, dont chacun de ses partis savait que c'était un coup d'État parlementaire, d'accord, contre les Français. Donc ça, le monde syndical français appartient à la CES, hein, et donc il a partie liée avec l'Union européenne, hein, la Confédération européenne des syndicats. Il perçoit des subsides de la Confédération européenne des syndicats. Appelons un chat un chat. Quel est le syndicat aujourd'hui défendant la réindustrialisation, luttant contre les délocalisations, qui dénonce le rôle de l'Union européenne ? Dites-moi si vous avez une réponse. Hein. Moi, je n'en connais pas. Je n'en connais plus, hélas. Hein. Donc, la gauche, la droite, ça ne veut plus rien dire du tout aujourd'hui. En tout cas, ça n'a plus le poids symbolique que ça a pu avoir. C'était juste une petite mise au point sur gauche et droite. Moi, je dirais aux gens de gauche. Qu'est-ce que je dirais aux gens de gauche et qu'est-ce que je dirais aux gens de droite ? Quand je dis ça, c'est ceux qui se... Eh bien, je leur rappellerai le Conseil national de la résistance. C'est quoi le Conseil national de la résistance ? C'est tout simplement la gauche, la droite, les communistes, les syndicats, et même une droite assez dure, on va dire, qui se sont mis ensemble pour bouter hors de France l'occupant allemand, au nom de la souveraineté de la France, au nom de la liberté, et qui ont eu l'intelligence et l'extraordinaire talent de construire un programme commun pour la sortie à l'issue de l'occupation allemande. Dans une situation extrêmement difficile, les antagonismes politiques n'avaient pas disparu.
On savait qu'il y avait des courants de la résistance qui ne s'entendaient pas, ou qui avaient même certains projets contradictoires à l'issue de la guerre et de l'occupation. Mais tous ensemble, ils ont fait cause commune. Et la gauche se félicite encore aujourd'hui de la création de la sécurité sociale, etc. Les gaullistes, s'il en reste, se congratulent toujours du rôle héroïque de Charles de Gaulle en temps de guerre et ensuite comme président de la République. Je leur dirais, mais alors que c'était si dur, alors que c'était si improbable d'agir de cette manière-là, de créer le Conseil national de la résistance, aujourd'hui vous êtes si petits, vous êtes si mesquins, vous comptez vos petits sous dans les arrière-boutiques plutôt que de penser au pays et au sort des Français. Je leur dis, oui, il faut signer cette pétition parce qu'il faut obtenir ce référendum au nom de la démocratie. Quand il n'y a plus de démocratie, c'est toujours catastrophique. C'est toujours grave et tout le monde paye. Donc, c'est pas seulement patriotique, ce que je dis. C'est tout simplement, au nom des références de l'histoire auxquelles se raccrochent ou se rapportent les mouvements politiques de gauche et les mouvements politiques républicains de droite, ils devraient être là. Ils n'auraient pas dû accepter le vote du traité de Lisbonne. Mais aujourd'hui, ils peuvent entrer en rédemption, d'une certaine manière, en exigeant un référendum pour ou contre la sortie de l'Union européenne, tout simplement au nom de la démocratie et au nom de l'intérêt général et de l'intérêt des Français. Un seul, argument. Un peu long. Très bien, désolé. Charles-Henri, donc Génération Frexit est à l'origine de cette pétition. Comment se passent les préparatifs pour la collecte de signatures ? Et est-ce que, bien évidemment, est-ce qu'il y a d'autres militants ou d'autres formations politiques ou associatives qui peuvent se joindre à la pétition et aider en fait à la récolte de ces signatures ? Évidemment, c'est d'ailleurs le but, c'est pour ça que ça a été créé sur un site dédié et neutre, ça n'a pas été créé sur les plateformes de Génération Frexit, parce que l'idée étant de l'ouvrir un maximum et d'agréger un maximum de personnes. C'est pas la pétition d'un clan ou d'un mouvement, elle est vraiment ouverte à tout le monde, on veut que tout le monde se l'approprie. Et ce que je trouve formidable justement dans cette pétition, c'est qu'elle rassemble, ça a été dit, à la fois des gens qui viennent de la gauche, des gens qui viennent de la droite, il y a des gens qui sont pour la sortie, il y a des gens qui sont pas pour la sortie, mais qui sont démocrates et qui soutiennent cette pétition, et ça c'est formidable. Moi, à titre personnel, je me suis jamais vraiment reconnu dans le clivage gauche-droite. D'ailleurs, il y a un sondage récent qui montre que c'est le cas pour les Français, il y a à peine 8% qui se considèrent encore dans ce clivage, et moi je préférerais toujours un Boris Johnson à un Tony Blair, ou même en France, par exemple un Montebourg à un Sarkozy. Donc je m'inscris pas du tout finalement dans ce clivage-là. Mais évidemment qu'il y a des actions de terrain à faire, il y a des actions de terrain qui vont être menées, donc j'invite toutes les personnes qui nous regardent à aller sur le site référendum-ue.org et de signer la pétition. Et lorsque vous signez la pétition, vous avez plusieurs options. Vous pouvez cocher pour militer, ça veut dire que vous allez être contacté pour quand il y aura des tables d'information exactement sur le même modèle qu'ADP, et évidemment que c'est pas du tout Génération Frexit, c'est beaucoup plus large, et l'idée c'est que tous ceux qui veulent militer puissent se retrouver sans couleur politique. La seule couleur politique, c'est le soutien finalement à ce référendum lors de ces tables d'information. Et pour évidemment faire ces tables-là, vous pouvez aussi, lorsque vous cochez pour militer et que vous signez, vous pouvez aussi donner pour aider à financer le matériel. Évidemment, tous les dons servent à financer le matériel militant. Et je vous remercie parce que grâce à vous, il y a déjà du matériel qui est en cours, et il y a des tables d'information qui pourront être faites dans les semaines à venir. Et ça, c'est évidemment formidable parce que ça a montré que ce n'est pas seulement une pétition Internet, mais c'est une pétition de terrain au contact des Français pour expliquer aux Français pourquoi il faut signer cette pétition, pourquoi il faut reprendre la main, sur votre destinée et pouvoir enfin décider. Très bien. Une dernière question à tous les deux. Alors vous répondrez, Michel d'abord et Charles-Henri ensuite. Nous sommes en 2021. Il existe maintenant désormais en France une génération qui n'a connu que l'euro
et qui n'a connu quasiment que l'Union européenne, enfin, qui n'a pas connu 2005, mais qui n'était même à peine né, qui va bientôt voter, qui peut être intéressé par l'initiative que vous portez. Que souhaitez-vous leur dire à eux spécifiquement, donc aux jeunes qui ont aujourd'hui entre 15 et 20 ans, disons, pour qu'ils se saisissent de ce combat et qu'ils provoquent à leur tour leur premier référendum? Qu'est-ce que je pourrais bien leur dire? Leur dire que là, je crois que cette tranche d'âge, aujourd'hui, est consciente d'abord de la dégradation de l'environnement. Et souvent très révoltée contre les maux qui sont infligés à la planète. À la vie animale, à la biodiversité, etc. Ce que je leur demande, c'est d'être capable de faire le lien entre cette situation qui est vraie, qui est déplorable, hein, puisqu'il y a une dégradation objective de l'environnement, de la biodiversité, la malbouffe, la maltraitance animale, enfin, tout y est. Et je n'ironise pas du tout là-dessus, je pense que c'est extrêmement grave, hein, le réchauffement climatique, etc. Mais je leur demande de faire le lien avec le système politique dans lequel nous vivons. C'est-à-dire qu'il en est fini du temps où on nous expliquait qu'en utilisant un peu moins d'eau pendant qu'on se lave les dents, ou de faire un peu moins de kilomètres en voiture, ça allait tout changer. Hein, et que chacun était responsable par sa propre éthique de vie, pouvait changer les choses. Moi, je leur demande de s'engager dans un combat collectif et pas dans un combat seulement individuel, et un combat qui lie l'ensemble des phénomènes qui existent aujourd'hui et qui dégradent la vie des hommes, des femmes, des enfants et de la nature. Ce qui veut dire que aujourd'hui, ils doivent s'intéresser au cadre politique dans lequel nous nous inscrivons. Et donc, ils ne peuvent pas penser la sauvegarde de la planète, comme souvent c'est dit. Moi, je préfère parler de la sauvegarde de l'humanité sur la planète, parce que la planète, elle résistera sans doute d'ailleurs, mais pas la vie. Je leur demande d'articuler avec l'ensemble des choses et l'ensemble des... C'est pas très clair peut-être ce que j'essaye d'expliquer, parce que c'est un petit peu compliqué d'envoyer un message à des jeunes gens qui se sont découverts une cause ou qui partagent une cause. Mais il faut qu'ils fassent de la politique. Ceux qui sont cette génération. Faire de la politique, c'est pas aller faire des combinations électorales. C'est faire de la politique, c'est prendre conscience du monde dans lequel on vit et de la puissance que l'on peut avoir à plusieurs à le transformer. Et donc, dans le cadre du libre-échange, dans le cadre de l'Union européenne, dans le cadre de la mondialisation néolibérale, eh bien, l'environnement ne peut que se dégrader. Et d'ailleurs, j'en parlais tout à l'heure, le Davos, du mois de mai à Singapour, il va porter sur ce qu'ils appellent la 4e étape du développement du capitalisme, c'est-à-dire le numérique et le capitalisme vert. Eh bien, le capitalisme vert restera du capitalisme et il ne sera vert que pour ceux qui vont investir dans des énergies soi-disant nouvelles, mais qui vont continuer à détruire et à exploiter à la fois les gens et la planète.
Donc moi je dis 15 ans, 18 ans, c'est formidable. Vous pouvez vous révolter là un peu, les gars et les filles là. Vous pouvez être un peu des désobéissants. Vous pouvez envoyer balader des tas de trucs et le bourrage de crâne. Vous pouvez faire valdinguer un peu vos téléphones mobiles et vos réseaux sociaux à la place du grand plaisir de faire des choses en vrai, ensemble, etc. Est-ce que vous pouvez ça? Nous, on a besoin que vous fassiez ça. C'est ça que j'ai envie de leur dire. Et c'est une manière de se rattacher les uns aux autres, de ne pas faire la place des jeunes. Je pense que c'est de marcher un peu la main dans la main. Voilà, c'est pas très, peut-être carré ce que je raconte. Mais enfin, ça vient du cœur, quoi. Je pense que ça fera l'affaire. Charles-Henri, sur même question, même objet. Mais j'ai envie de dire aux jeunes, en fait, ne laissez pas les autres décider pour vous. Tout simplement parce que, rappelez-vous d'ailleurs, il y a une idée fausse qui circule où on dit que les jeunes auraient voté contre le Brexit. En réalité, c'est faux, les jeunes, le premier vote, c'était l'abstention. Et donc, en fait, le problème quand on s'abstient, c'est que la voix ne compte pas. Et pourquoi, en fait, je pense que le combat pour l'obtention d'un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne doit être votre combat, parce que, la question de l'euro d'ailleurs a été évoquée, les jeunes, ce qu'ils voient très bien, c'est que finalement, le cadre de vie qu'avaient leurs parents, le niveau de vie qu'avaient leurs parents, il ne cesse de se dégrader. C'est très audacieux pour un père de famille, une mère de famille, à l'heure actuelle, de dire à ses enfants qu'il vivra beaucoup mieux qu'eux. Et pourquoi ? Parce qu'il y a évidemment ce phénomène de l'euro et du libre-échange total qui désindustrialise la France et qui finalement paupérise la génération actuelle, mais paupérise aussi les générations à venir. Et il faut sortir en fait de ce carcan mental. Quand on parle de l'euro, et les jeunes connaissent très bien les technologies, le seul argument maintenant pour défendre l'euro, c'est de dire que vous pouvez traverser les frontières et payer avec la même monnaie. Mais tous les jeunes, maintenant, ils payent avec leur téléphone, ils payent avec... il y a une formidable invention qui s'appelle la carte bleue, il y a des Apple Pay, vous pouvez payer, en fait, quand ils vont à Londres, ou s'ils vont en Suisse, c'est une autre monnaie, et puis miracle, avec ça, on peut payer sans avoir besoin de changer sa monnaie. Tout ça pour vous dire qu'il y a des totems comme ça, et qu'en réalité, cette monnaie, mais comme le cadre de l'Union européenne, appauvrit les gens, et que si vous voulez, comme ça a été le cas de vos parents, de vos grands-parents, être une génération qui puisse construire la France, qui puisse vivre mieux justement que leurs ancêtres, il va falloir se battre et obtenir ce référendum, et je pense que c'est clé pour toutes les nouvelles générations, cette génération qui va payer le poids de la dette Covid, payer le poids de tous les mauvais choix qui ont été faits de politique économique et sociale à travers l'Union européenne, eh bien ça leur appartient, c'est cette génération-là qui doit justement aussi, en plus de tout le reste des Français, obtenir ce référendum sur l'appartenance à l'Union européenne. Et je les invite eux aussi, évidemment, à signer, de partager autour d'eux et de venir aider d'un point de vue militant cette pétition.